René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 8. Manas ou le sens interne. Les 10 facultés externes de sensation et d'action. Après la conscience individuelle, à Ankara, l'énumération des tattvas du Sankhya comporte, dans le même groupe des productions productives, les 5 tanmatras, déterminations élémentaires subtiles donc, incorporelles et non perceptibles extérieurement, qui sont d'une façon directe les principes respectifs des 5 bhutas, ou éléments incorporels et sensibles, et qui ont leur expression définie dans les conditions mêmes de l'existence individuelle, au degré où se situe l'état humain. Le mot tanmatra signifie littéralement une assignation. Matra, mesure, détermination, délimitant le domaine propre d'une certaine qualité, tad ou tat, pronom neutre, cela, pris ici au sens de quiddité, comme l'arabe that, dans l'existence universelle. Mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de plus amples développements sur ce point. Nous dirons seulement que les 5 tanmatras sont désignés habituellement par les noms des qualités sensibles, auditives ou sonores, shabda, tangible, sprasha, visible, rupa, avec le double sens de forme et de couleur, sapide, rasa, olfactive, gandha. Mais ces qualités ne peuvent être envisagées ici qu'à l'état principiel, en quelque sorte, et non développées, puisque c'est seulement par les bhutas qu'elles seront manifestées effectivement dans l'ordre sensible. Et le rapport des tanmatras aux bhutas est à son degré relatif, analogue au rapport de l'essence à la substance, de sorte qu'on pourra assez justement donner aux tanmatras la dénomination d'essence élémentaire. Entre les tanmatras et les bhutas, et constituant avec ces derniers le groupe des productions improductives, il y a 11 facultés distinctes, proprement individuelles, qui procèdent d'Ankara et qui en même temps participent toutes des 5 tanmatras. Des 11 facultés dont il s'agit, 10 sont externes, 5 de sensation et 5 d'action. La 11e, dont la nature tient à la fois des unes et des autres, est le sens interne ou faculté mentale, manas, et cette dernière est unie directement à la conscience, à Ankara. C'est à manas que doit être rapportée la pensée individuelle, qui est d'ordre formel. Et nous y comprenons la raison aussi bien que la mémoire et l'imagination, et qui n'est nullement inhérente à l'intellect transcendant, bouddhi, dont les attributions sont essentiellement informelles. Nous ferons remarquer à ce propos que pour Aristote également, l'intellect pur est d'ordre transcendant et a pour objet propre la connaissance des principes universels. Cette connaissance, qui n'a rien de discursif, est obtenue directement et immédiatement par l'intuition intellectuelle, laquelle, disons-le pour éviter toute confusion, n'a aucun point commun avec la prétendue intuition, d'ordre uniquement sensitif et vital, qui joue un si grand rôle dans les théories, nettement anti-métaphysique de certains philosophes contemporains. Quant au développement des différentes facultés de l'homme individuel, nous n'avons qu'à reproduire ce qui est enseigné sur cette question par les Brahma Sutras. Ouvrez les guillemets. L'intellect, le sens interne, ainsi que les facultés de sensation et d'action sont développés dans la manifestation et résorbés dans le non manifesté, dans un ordre semblable, mais pour la résorption en sens inverse du développement. Ordre qui est toujours celui des éléments dont ces facultés procèdent quant à leur constitution, à l'exception cependant de l'intellect qui est développé dans l'ordre informel, préalablement à tout principe formel ou proprement individuel. Quant à Purusha ou Atma, son émanation en tant qu'on l'envisage comme la personnalité d'un être, n'est pas une naissance, même dans l'acception la plus étendue dont ce mot est susceptible, ni une production, déterminant un point de départ pour son existence effective, ainsi qu'il en est pour tout ce qui provient de Prakriti. On ne peut en effet lui assigner aucune limitation, par quelques conditions particulières d'existence, car étant identifié avec le suprême Brahma, il participe de son essence infinie,
impliquant la possession des attributs divins, virtuellement au moins, et même actuellement en tant que cette participation est effectivement réalisée par l'identité suprême, sans parler de ce qui est au-delà de toute attribution, puisqu'il s'agit ici du suprême Brahma, qui est Nirguna, et non pas seulement de Brahma comme Saguna, c'est-à-dire d'Ishvara. Il est actif, mais en principe seulement, donc non agissant, car cette activité, Kartritva, ne lui est pas essentielle et inhérente, mais n'est pour lui qu'éventuelle et contingente, relative seulement à ses états de manifestation. Comme le charpentier, ayant à la main sa hache et ses autres outils, et les mettant ensuite de côté, jouit de la tranquillité et du repos, de même, cet Atma, dans son union avec ses instruments, par le moyen desquels ses facultés principielles sont exprimées et développées dans chacun de ces états de manifestation, et qui ainsi ne sont autre chose que ses facultés manifestées avec leurs organes respectifs, est actif, bien que cette activité n'affecte en rien sa nature intime. Et en les quittant, il jouit du repos et de la tranquillité, dans le non-agir, dont en soi-même il n'est jamais sorti. Les diverses facultés de sensation et d'action, désignées par le terme prana dans une acception secondaire, sont au nombre de 11. 5 de sensation, Boudrindriyas ou Jnanandriyas, moyens ou instruments de connaissance dans leur domaine particulier. 5 d'action, Karmendriyas, et le sens interne, Manas. Là où un nombre plus grand, 13, est spécifié, le terme Indriya est employé dans son sens le plus étendu et le plus compréhensif, en distinguant dans le Manas, en raison de la pluralité de ses fonctions, l'intellect, non en lui-même et dans l'ordre transcendant, mais en tant que détermination particulière par rapport à l'individu. La conscience individuelle, Ahankara, dont le Manas ne peut être séparé, est le sens interne proprement dit, ce que les philosophes scolastiques appellent sensorium commune. Là où un nombre moindre, ordinairement 7, est mentionné, le même terme est employé dans une acception plus restreinte. Ainsi, il est parlé de 7 organes sensitifs, relativement aux 2 yeux, aux 2 oreilles, aux 2 narines et à la bouche ou à la langue, de sorte que dans ce cas, il s'agit seulement des 7 ouvertures ou orifices de la tête. Les 11 facultés ci-dessus mentionnées, bien que désignées dans leur ensemble par le terme prana, ne sont pas, comme les 5 vayus dont nous parlerons plus loin, de simples modifications du mukhya prana ou de l'acte vital principal. La respiration avec l'assimilation qui en résulte, mais des principes distincts au point de vue spécial de l'individualité humaine. Le terme prana, dans son acception la plus habituelle, signifie proprement souffle vital. Mais dans certains textes védiques, ce qui est ainsi désigné est au sens universel, identifié en principe avec Brahma même, comme lorsqu'il est dit que dans le sommeil profond, Sushupti, toutes les facultés sont résorbées en prana, car pendant qu'un homme dort sans rêver, son principe spirituel, Atma envisagé par rapport à lui, est un avec Brahma. Cet état étant au-delà de la distinction, donc véritablement supra-individuel. C'est pourquoi le mot swapiti, il dort, est interprété par swam apito bhavati, il est entré dans son propre soi. Quant au mot indriya, il signifie proprement pouvoir, ce qui est aussi le sens premier du mot faculté. Mais par extension, sa signification, comme nous l'avons déjà indiqué, comprend à la fois la faculté et son organe corporel, dont l'ensemble est considéré comme constituant un instrument, soit de connaissance, buddhi ou jnana, ces termes étant pris ici dans leur acception la plus large, soit d'action, karma, et qui sont désignés ainsi par un seul et même mot. Les 5 instruments de sensation sont les oreilles ou l'ouïe, shrotra, la peau ou le toucher, twash, les yeux ou la vue, chaksus, la langue ou le goût, rasana, le nez ou l'odorat, grana, étant ainsi énumérés dans l'ordre du développement des sens qui est celui des éléments, bhutas, correspondants. Mais pour exposer en détail cette correspondance, il serait nécessaire de traiter complètement des conditions de l'existence corporelle, ce que nous ne pouvons faire ici.
Les 5 instruments d'action sont les organes d'excrétion, payu, les organes générateurs, upashta, les mains, pani, les pieds, pada, et enfin la voix ou l'organe de la parole, vache, qui est énuméré le 10e. Le manas doit être regardé comme le 11e, comprenant par sa propre nature la double fonction, comme servant à la fois à la sensation et à l'action, et par suite participant aux propriétés des uns et des autres, qu'il centralise en quelque sorte en lui-même. D'après le Sankhya, ces facultés, avec leurs organes respectifs, sont, en distinguant 3 principes dans le manas, les 13 instruments de la connaissance dans le domaine de l'individualité humaine. Car l'action n'a pas sa fin en elle-même, mais seulement par rapport à la connaissance. 3 internes et 10 externes, comparés à 3 sentinelles et à 10 portes, le caractère conscient étant inhérent au premier, mais non au second, en tant qu'on les envisage distinctement. Un sens corporel perçoit et un organe d'action exécute, l'un étant en quelque sorte une entrée et l'autre une sortie. Il y a là 2 phases successives et complémentaires, dont la première est un mouvement centripète et la seconde un mouvement centrifuge. Entre les deux, le sens interne, manas, examine. La conscience, à Ankara, fait l'application individuelle, c'est-à-dire l'assimilation de la perception au moi, dont elle fait désormais partie à titre de modification secondaire. Et enfin, l'intellect pur, buddhi, transpose dans l'universel les données des facultés précédentes.